Napoléon, là, il faut redescendre de ton siège, là, hein. C'est pas parce que tu as fait un live qu'il faut te croire en haut du monde. Allez, au boulot. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors aujourd'hui, on va traiter de 3 sujets. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous allez voir, on va aller un peu plus loin dans cette émission. On va parler d'ailleurs de PlayStation, Sony, qui a déposé un brevet pour un type de DLSS, c'est-à-dire un super sampling machine learning. Je vais expliquer pourquoi ils font ça, dans quelle intention, selon moi bien entendu. Je vais également vous parler de ce test assez intéressant, le i9 12900K, vous savez le haut de gamme CPU Intel grand public, versus le M1 Max, M1 Pro, les puces Apple qui vont venir, le haut de gamme des puces Apple. Eh bien c'est assez intéressant parce qu'on a vu une supériorité bien entendu de Intel. Oui, mais il y a quand même quelque chose derrière qui se dessine et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est faux. On va parler également de stratégie Xbox, j'en ai déjà parlé, en particulier sur Forza Horizon 5. Eh bien là, on a eu des résultats de vente sur Forza Horizon 5, c'est juste fou et ça, d'ailleurs, ça définit un petit peu la stratégie, pour moi, gagnante de Xbox à venir, parce qu'on a eu également la même chose sur Age of Empires 4. A tout de suite. Alors déjà, je tenais à remercier Pity, Joseph et Pascal pour l'excellente soirée que j'ai passée en leur compagnie sur le live qui était sur la chaîne Famille to Geek. Donc allez voir, je mettrai les liens bien entendu, allez voir ce live, c'est toujours intéressant. Vous verrez, c'est très sympathique. Je trouve que Pity gère très bien sa chaîne. C'est Radio Geek, ça s'appelle, c'est tous les dimanches soirs. Et je trouve qu'il a une façon de faire qui fait vraiment radio justement. C'est assez intéressant, avec des sujets bien établis, bien coordonnés. C'est assez carré finalement. Donc on a bien parlé, en particulier sur Elden Ring, mais également sur Call of Duty et sur le métaverse bien entendu de Mark Zuckerberg. C'était très intéressant. Il y a une bonne communauté, c'était sympathique, donc allez voir, n'hésitez pas, et pourquoi pas à vous inscrire sur leurs chaînes respectives, parce qu'ils ont 3 chaînes, hein, chacun a une chaîne, Pascal, Joseph et Pity, bien entendu Pity, Famille to Geek, que je vous conseille vivement. Alors on a vu qu'un brevet avait été déposé par Sony, alors c'est Andy Bigos, qui est un senior ingénieur chez Sony, qui a déposé ce brevet sur du super sampling, un type de super sampling qui va venir, machine learning, qui sera pour les casques VR2 en particulier, et également potentiellement pour la PS5, c'est-à-dire plutôt l'utilisation par les studios PlayStation d'un futur super sampling qui sera mis en place par Sony PlayStation. Alors déjà, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être plutôt du type DLSS, je vous rappelle DLSS, Super Sampling Machine Learning, qui est différent du FSR de AMD, qui sont des algorithmes qui sont faits à la volée, sans apprentissage antérieur. Là, il y a un apprentissage sur des images type, des images en 16K pour le DLSS. On va essayer de faire passer une image Full HD vers du 16K, donc il y a on va dire des boucles comme ça qui vont permettre petit à petit de reconstruire l'image, et ainsi en apprenant sur différents types de jeux, on peut en temps réel ensuite injecter l'algorithme en question, puisqu'il y a un apprentissage avant, et ainsi améliorer fortement la résolution en super sampling. Eh bien, il y a également d'autres systèmes comme le XESS, rappelez-vous, de Intel, qui va être mis en place, en particulier sur le nouveau GPU de Intel, mais qui marchera également pour tous les GPU. Il y a également le DirectML, oui, DirectML de Microsoft, oui, DirectX. DirectML, ML, Machine Learning. Alors, ça ne fait pas que ça, le DirectML, mais voilà, il y a du Machine Learning également dans le DirectML. Donc, il y a beaucoup de Machine Learning face à AMD et son FSR. Et donc, pourquoi Sony veut faire ça ? Eh bien, selon moi, il veut faire ça parce que dans 1, 2, 3 ans, potentiellement, effectivement, les jeux Xbox, par exemple, pourront utiliser le DirectML. On a entendu d'ailleurs parler d'une association entre Microsoft et AMD, effectivement, peut-être pour améliorer le FSR ou voire utiliser le DirectML. On verra ce que va faire cette association, mais je pense qu'il y a des idées derrière tout ça. Et donc, côté Sony, bien entendu, ils veulent se prémunir face à ça. C'est-à-dire que, grosso modo, effectivement, ils pourraient utiliser le FSR si les développeurs de jeux veulent l'utiliser. Mais pour leur propre studio, PlayStation, Sony se dit que peut-être un machine learning serait plus efficace encore que le FSR et qu'il pourrait ainsi améliorer énormément la qualité pour atteindre du 4K natif en ne sacrifiant pas les FPS. Et oui, parce que imaginez si Sony utilise par exemple du FSR sur un de leurs jeux et que le DirectML fait des merveilles, par exemple, type DLSS, soit supérieur au FSR, eh bien potentiellement on pourra avoir une résolution un peu inférieure sur un jeu Xbox, mais qui montrait ainsi plus haut en FPS, parce que bien entendu, grâce à ce DirectML amélioré par exemple, on aurait exactement la même qualité visuelle au final, avec un peu plus de FPS d'un côté que de l'autre.
Bien entendu, tout ça c'est des suppositions, en tout cas ils ont posé un brevet dans cette intention-là, c'est-à-dire d'avoir leur propre système de super sampling qu'ils vont bien entendu déployer dans leur studio. Insomniac Games, je vous rappelle, a déployé d'ailleurs un système de TAA, vous savez, Temporal Anti-Aliasing, qu'il a déployé d'ailleurs dans les différents studios de PlayStation. Mais qu'est-ce que montre finalement ce brevet? C'est ça le plus intéressant. Qu'est-ce que montre le DLSS? Qu'est-ce que montre le FSR, le XESS et bien entendu également le DirectML? Eh bien ça montre qu'effectivement, contrairement à ce que je croyais moi aussi au départ des consoles, le 4K natif, c'est excessivement difficile de le tenir. On le tiendra bien entendu sur certains jeux, en sacrifiant différentes composantes comme les textures qui seraient trop poussées, contre un trop grand nombre d'objets affichés à l'écran, contre des ombrages vraiment trop poussés, également la distance de vision, etc. etc. et bien entendu les fameux FPS. C'est un compromis de tout ça qu'il faut faire. Et si on veut du 60 FPS, parce que bien entendu certains, beaucoup d'ailleurs le réclament, même si certains jeux peut-être qu'il n'y en aurait pas forcément besoin, beaucoup réclament le 60 FPS maintenant sur les consoles, et également sur PC, parce que j'ai pas oublié les PC, parce que le PC, on a également du FSR, on a également bien entendu du DLSS, le DLSS c'est sur PC avec les cartes Nvidia, du XESS à venir avec les cartes Intel, et bien si on a besoin de tout ça, alors pour du 4K je précise, si on est en 1440p, qu'on a une RTX 3080 ou une RX 6800 XT, bon, est-ce que c'est vraiment utile? C'est à discuter en tout cas, sauf si on veut du 240 FPS parce qu'on est en multijoueur compétitif. Mais hormis ça, j'ai quelques doutes. Mais sur certains jeux en 4K, eh bien oui, même avec une RTX 3080 ou une RX 6800 XT, on en a besoin si on veut tenir les FPS, par exemple à 60 FPS, voire à 120 FPS. On a besoin, ou 144 FPS sur les PC. Eh bien on a besoin de ça, et on en a besoin également sur les consoles. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas encore tout à fait là pour tenir du 4K natif, en 60 FPS sur les consoles, sur tous les jeux. Et oui, on s'en rend compte aujourd'hui, on s'en rend compte qu'on a des baisses de résolution. Alors on peut avoir du 4K natif 60 FPS, mais en sacrifiant certaines composantes. Et peut-être que dans l'avenir, les développeurs ne voudraient plus avoir deux modes 30 FPS et 60 FPS, mais un seul mode 60 FPS sur les consoles 4K, optimisé, et que ce soit très très proche du 4K natif grâce au super sampling, et ce serait exactement la même chose sur les PC, c'est-à-dire avoir peut-être du 144 FPS, 120 FPS sur tous les jeux en 4K dit natif avec du super sampling. C'est pour ça que tous ces systèmes concurrentiels émergent, à savoir lesquels tiendront jusqu'au bout, parce qu'il faudra bien entendu les maintenir et que les développeurs soient très intéressés, c'est-à-dire que ce soit un click and play grosso modo, que ce soit facile à installer, sinon leur système ne sera pas pris par les développeurs. Je parle des développeurs tiers, pas des développeurs bien entendu PlayStation pour leur propre système, ou Xbox pour le DirectML pour les studios Xbox. Alors, on va passer donc à ce test i9 12900K versus les puces M1 Max, M1 Pro de Apple. Alors pourquoi je dis que c'est faux? Attention, attention, effectivement, on a un résultat. La puce, c'est le CPU Intel, est 1,5 fois plus puissant en multitâche versus la M1 Max de Apple, et ça c'est vrai. Oui, mais attention, le test est déjà biaisé. Pourquoi? Parce que c'est le 12900K et non pas le 12900HK. C'est-à-dire que c'est une puce qui est destinée, la puce Intel haut de gamme, au PC fixe, alors qu'on sait très bien que la puce M1 Max, M1 Pro est destinée avant tout à la mobilité. Et ça fait toute la différence en termes de consommation. Et justement, la consommation, parlons-en. On a 125 watts pour la i9 12900K en régime normal et jusqu'à 240 watts en boost, alors que la puce M1 Max, M1 Pro, on est à 30 watts sur le CPU. Et il y a un chiffre de 90 watts mais dans ce benchmark, mais on ne sait pas trop si c'est avec la partie GPU. Je vous rappelle que la partie GPU est juste énorme dans le M1 Max, M1 Pro, alors qu'elle est inexistante quasiment dans le 12900K. C'est juste pour afficher à l'écran. Si vous n'avez pas de carte graphique, ce n'est pas du tout la même chose que le M1 Max, M1 Pro. Et donc on va prendre le minimum des deux côtés. 30 watts M1 Max, M1 Pro en régime normal sur le CPU dans ce benchmark versus les 125 watts i9 12900K, c'est-à-dire plus de 4 fois pour un résultat de 1,5 fois supérieur seulement. Alors l'explication, elle est où? Pourquoi il y a 4 fois plus en termes de consommation? Eh bien déjà, on est en 10 nanomètres, super fin, côté Intel, c'est un vrai boulet pour Intel, alors que côté, je vous rappelle, Apple, on est en 5 nanomètres TSMC. Et ça fait toute la différence, puisqu'on a à peu près 50% de consommation en moins grâce à la réduction du process. 50% en moins, imaginons qu'on place la puce i9 12900K sur le process TSMC 5 nanomètres, eh bien ça donnerait 60 watts, un peu plus de 60 watts, ce qui fait déjà une différence. Oui, mais il reste encore le double de consommation entre Intel et Apple. Autre calcul que l'on peut faire, on peut ramener à la puissance du i9 12900K à la puissance, dans ce benchmark,
du M1 Pro, M1 Max, c'est-à-dire on diminue de 1,5 fois la puissance du i9 12900K, donc on diminue de 1,5 fois la consommation. Ça ramènerait à 45 watts, même puissance entre le M1 Max et le i9 12900K, 5 nanomètres, s'il était réduit en puissance bien entendu. Eh bien ça fait encore 45 watts versus 30 watts. Vous pouvez dire c'est négligeable, eh bien non, ça fait 50% de plus de consommation pour la même puissance théorique sur le 5 nanomètres entre un i9 12900K et le M1 Max. 50% de plus de consommation, ça vient d'où? Eh bien ça vient de l'architecture, architecture ARM côté Apple, architecture x86 côté Intel. Certes, Intel a maintenant des double cœur, consommation, double cœur, performance, tout comme le M1, tout comme Apple, mais quand même l'architecture ARM est vraiment optimisée pour la portabilité et la consommation, et donc à puissance égale, eh bien le M1 Max, le M1 Pro, côté CPU, est supérieur au i9 12900K sur du 5 nanomètres. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le i9 12900K est supérieur en termes de puissance brute, oui. Mais si Intel doit faire un i9 12900HK qui consomme beaucoup moins, en gardant la même architecture qu'aujourd'hui et sur de 5 nanomètres, eh bien il consommerait plus pour la même puissance que le M1 Max, donc il serait en dessous. Alors comment il va s'en sortir Intel? Eh bien c'est tout simple. En admettant qu'il reste sur la même puissance que le M1 Max, ils vont passer en 3 nanomètres probablement. Et oui, Intel a pris des places, une option pour être les premiers à utiliser le 3 nanomètres de TSMC, je vous en ai déjà parlé, en particulier pour les GPU, mais probablement aussi peut-être pour les CPU portables en HK. Ça leur permettrait quoi? Eh bien, entre le 5 nanomètres TSMC et le 3 nanomètres TSMC, je vous ai déjà expliqué, 27% de réduction de consommation. On réduit les 45 watts qui seraient en 5 nanomètres pour le i9 12900K, on les réduit de 27%, eh bien on va tomber à peu près à 33 watts. 33 watts, 30 watts, Intel pourra dire, vous voyez, on a la même consommation, on a la même puissance, au moins que le M1 Max. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, Intel, c'est que vous seriez en 3 nanomètres, alors qu'Apple serait encore en 5 nanomètres. Donc vous voyez, effectivement, pour moi, la consommation puissance, eh bien c'est le M1 Max, c'est Apple qui est devant Intel, et c'est ça qui compte pour moi, c'est-à-dire combien vous dépensez par watt pour avoir une puissance donnée, et dans ce cas-là, eh bien Apple est devant Intel pour le moment. Alors maintenant, passons à Forza Horizon 5 et passons à la stratégie de Xbox. Parce que beaucoup disent, bah, avec le Game Pass, ils perdent de l'argent, etc., etc., ils vont avoir du mal à alimenter les studios, etc., etc. Bah écoutez, alors attention, ce n'est pas encore une généralité, mais pour Forza Horizon 5, il y a eu plus de 1 million de copies de vendues, entre 50 € et 100 €, on va dire 75 €, même s'il y a eu plus de copies, bien entendu, à 50 € qui ont été vendues avec le Game Pass qu'à 100 €, mais on va dire 75 €, une moyenne, ce qui fait 75 millions d'euros, quand même, de rentrée d'argent. Et en parallèle, on peut dire que ce jeu a coûté entre 100 et 150 millions, probablement 150 millions d'euros. Ça n'a pas coûté quand même le même prix qu'un Cyberpunk 2077, parce que Cyberpunk 2077, c'était à la fin plus de 700 personnes. Là, ils sont à peu près 200. En plus, il ne faut pas oublier que Cyberpunk 2077, il y avait une campagne de presse énorme qui a coûté excessivement cher. Ça n'a pas été tout à fait le cas quand même pour Forza Horizon 5. Je pense que c'est un jeu qui doit coûter à peu près 150 millions au maximum, mais ça veut dire que déjà, à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'il n'est même pas encore sorti dans le Game Pass, enfin, quand vous verrez cette vidéo, il viendra de sortir, et je serai probablement dessus, en train de jouer, entre guillemets, eh bien déjà, il est à moitié rentabilisé, et ce n'est pas fini, il y a encore plein de gens qui vont l'acheter, bien entendu. Bon, bien évidemment, quand un jeu a l'air aussi bon, et d'ailleurs les premiers retours le sont, c'est forcé évidemment qu'ils se vendent, et c'est tant mieux, mais ça prouve la stratégie de Xbox, c'est-à-dire qu'en mettant en avant ainsi des DLC, des packs, etc., eh bien finalement, ils vont rentabiliser une partie de leur jeu sans avoir besoin d'utiliser l'argent qui vient du Game Pass, qui vient de nous qui payons le Game Pass. Donc ça leur permet effectivement de fournir après des exclus temporaires, ou alors d'avoir accès bien entendu à des jeux extérieurs dans le Game Pass Day One. On peut citer aussi Age of Empires 4, qui est sorti maintenant depuis un petit moment, et qui est encore dans la liste des top ventes, c'est-à-dire qu'il est acheté par pas mal de personnes, qui n'ont pas le Game Pass par exemple, puisque là effectivement si vous avez le Game Pass, c'est pas besoin de l'acheter, et donc il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté. On peut estimer qu'ils ont gagné entre 6 et 10 millions de dollars, c'est pas du tout la même somme, certes. Bon, ils sont 200 personnes à Relic Entertainment, hein, ceux qui ont fait Age of Empires 4, donc ça n'a pas financé totalement le jeu, mais ce n'est pas un jeu non plus qui va coûter 150 millions de dollars. Je pense qu'il a coûté un peu moins que 150 millions de dollars, même largement moins. Donc en partie rentabilisé là aussi. En tout cas, c'est une entrée d'argent supplémentaire, et je pense qu'il sera en partie rentabilisé sur le temps, peut-être avec des DLC supplémentaires également. Donc si tous les jeux, toutes les nouveautés Xbox, ils proposent des DLC, ils proposent aussi des packs supplémentaires,
qui, bon, pour certains joueurs, ça les intéresse de l'avoir, ou qui n'ont pas le Game Pass et qui vont donc l'acheter, eh bien écoutez, ce sera gagnant-gagnant quand même pour Xbox, et aussi pour les joueurs entre guillemets. Donc nous verrons comment ça va tourner dans l'avenir, mais en tout cas pour l'instant, ça débute très très bien, surtout vu la quantité de jeux qui va arriver très très bientôt. Je vous rappelle Halo Infinite, je vous rappelle Starfield, je vous rappelle Stalker 2, bref, pas mal de jeux qui vont arriver, qui vont débouler, et bien on verra si c'est un peu le même système qui est proposé. Dernier petit point, Alana Lista Debits, sur sa chaîne, a fait une vidéo assez intéressante où il a filmé grâce à Google Maps, il a regardé les lieux, avec les photos je présume, les lieux réels au Mexique et les lieux proposés dans Forza Horizon 5. Certains lieux, il les a comparés. Regardez cette vidéo, c'est très intéressant parce que vous avez l'impression vraiment d'y être dans Forza Horizon 5, c'est-à-dire que c'est très très proche, très fidèle de ce qu'on en a, alors très fidèle entre guillemets, mais c'est assez fidèle de ce qu'on en a en réalité. Bon, il l'avait dit, ils avaient fait des milliers et des milliers de photos, d'ailleurs des repérages avec des milliers et des milliers de photos par satellite et autres, et directement sur place, pour rendre plus fidèle la sensation d'être au Mexique, d'avoir les vrais paysages, d'avoir les vraies routes, bref, d'être dans la réalité au maximum dans Forza Horizon 5, et visiblement le pari est tenu. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais que certains d'entre vous y ont déjà joué, vous avez beaucoup de chance. Quant à moi, je suis en train de jouer pendant que vous regarderez cette vidéo, donc si vous n'avez pas de réponse à vos commentaires, c'est normal, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai plus tard, mais là, je suis à fond dans une voiture. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.